T'es conne. T'es nulle. T'es feignante. T'es moche. T'es grosse. T'es une merde. Et tu vaux rien. Je te déteste. J'attends mes slides. Je me parle comme ça depuis 38 ans, tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes. Il y a un problème d'ordi. Okay. Bonjour. Hop là, non, trop de slides en avant. Ça part super bien. Désolée. Ok. Bonjour, je m'appelle Manon. En 2021, j'ai traversé une dépression majeure. J'ai été en arrêt de travail pendant 11 mois. Aujourd'hui, je veux non seulement vous raconter mon histoire, mais aussi vous aider à comprendre ce qu'est la dépression, comment on se sent, et aussi vous dire que si vous ressentez ce que moi j'ai ressenti, vous n'êtes pas seul. En janvier 2021, sur papier, je réussis. Je vis à Montréal, j'ai une belle carrière, je suis designer dans une des startups les plus hype en intelligence artificielle à Montréal. Je viens d'avoir une promotion, je suis lead designer. Je donne des conférences sur l'AI et le design, et je me permets de dire non à Apple et à Google. Mais pas seulement, j'investis dans une start-up de cosmétiques, et j'ai un Instagram d'illustration, il y a quelqu'un qui vend mes créations. J'ai une vie perso plutôt stable, j'ai un chum, pour les Français, un petit copain, depuis 5 ans, et il est venu vivre au Canada pour moi. Je prends soin de moi, je vais chez le psy tous les mois, je me lève tous les jours à 5h30 du matin, je médite, j'écris dans mon journal mes réflexions, et à 7h, je me mets à bosser. Et puis, tout a changé. En février 2021, je commence à perdre le sommeil. Je me réveille fatiguée, c'est pas super la forme. Et puis, à un moment donné, je dors carrément plus. Je regarde le plafond toute la nuit. Et ça a enchaîné. Au travail, ça devient lourd, ça devient compliqué, j'y arrive plus. J'arrive plus à me concentrer, j'ai plus d'idées. Je suis designer et j'arrive plus à créer. Je retiens plus rien. Et puis, je commence à me comparer aux autres. Ils font les choses plus vite, ils ont de l'énergie, ils ont plein d'idées. Et je commence à mettre en doute toutes mes capacités, une par une. Et je m'enfonce à la fois très doucement et très très vite. Alors pour compenser, je sacrifie le prends soin de moi pour travailler plus. Toute mon énergie doit aller au travail. Je fais plus de sport et je commande tout sur Uber Eats. Je sacrifie mes amis aussi pour avoir plus de temps pour travailler. Je réponds plus aux textes, aux emails, aux Instagram, aux tweets. J'ai plus le temps. Je m'isole, évidemment. Et j'annule tous les soupers, toutes les sorties. Je me sens une mauvaise amie. J'ai vraiment honte d'être une mauvaise amie, mais je dois travailler. Et puis, ça commence à se voir. J'ai des émotions au bord des lèvres. Quoi qu'il arrive, j'ai envie de pleurer. Que ce soit des deadlines, des feedbacks, ou même quoi commander à manger. Je suis à bout, mais les gagnants, ils résistent. Et moi, je ne suis pas une loser. Alors j'encaisse. Puis je pousse. Puis je pousse. Puis je pousse. Puis j'explose. Dans un one-on-one avec mon manager, il me dit « Manon, va falloir prendre quelques jours, va falloir que tu ailles voir ton médecin. » Alors moi, sur le coup, je me dis hey, « non, j'ai juste besoin d'une nuit de sommeil. Je ne veux pas, j'argumente et il m'oblige. » Je vais voir un médecin de garde et là, j'ai un diagnostic. Burn-out. Et le verdict, j'ai 3 mois de repos. Dans ma perception, je suis presque contente. Un burn-out, c'est cool. Ça veut dire que je suis tellement ambitieuse, j'ai tellement travaillé qu'on est obligé
de m'arrêter. On doit m'obliger à me reposer. Alors je me dis, Manon, tu te calmes un peu, ça va aller. Je vais revenir, dans 3 mois, ils vont rien comprendre au bureau. Mais maintenant, 18 mois plus tard, j'ai envie de vous dire qu'un burn-out, c'est pas le fun pantoute. Non. Le burn-out, en fait, c'est un syndrome, et c'est pas une maladie. C'est une réponse du corps à un stress chronique, intense et prolongé. Et en fait, ça s'installe insidieusement dans notre corps et dans notre vie. J'ai vécu un épuisement physique. Le premier signe insidieux du burn-out, c'est qu'on ne dort plus. Comme je ne dors plus, je suis épuisée. Toute action devient un effort surhumain. Je suis un zombie, comme elle. Ce qui me plonge dans une fatigue cognitive intense. Mon cerveau est dans la brume, dans une espèce de mélasse. Il siffle, comme ça, tout le temps, en permanence. Je suis fatiguée de penser. Je suis plus capable de prendre une décision. Vraiment plus. Si petite soit-elle. Fait que c'est pas tout, mais ça m'enfonce dans un magnifique épuisement émotionnel. Je comprends rien, alors je perds patience. Quand je perds patience, je pleure, je m'énerve, je perds le contrôle. Et comme je perds le contrôle, j'ai honte. Et comme j'ai honte, je repleure. Fait que c'est un cercle vicieux. Et comme si tout ça, c'est pas assez, le médecin de garde, il m'enfonce. Tout ce que je fais, c'est pas correct. Fait que ça renforce tous mes symptômes. Le burn-out, ou l'épuisement professionnel en bon français de France, oui, j'ai fait des traductions pour vous, là. C'est 2,5 millions de salariés juste dans l'Hexagone. Soit 3 salariés sur 10 qui sont en burn-out. Les managers, ils s'en sortent mieux, ils sont mieux payés. 4 managers sur 10 sont en manager, non. Ils sont en burn-out sévère. Et depuis, juste en 2021, il y a eu une augmentation de 25% des burn-out. Et les femmes, les femmes, elles sont tellement fortes. 44% des femmes sont en burn-out contre 33% des hommes. Ça, c'est l'autre épidémie que personne ne parle, mais qui est tout aussi contaminante. Mais moi, j'ai un plan. En 3 mois, je reviens, je suis de retour. Je vais prendre soin de moi. Je dois prendre soin de moi. Donc, je vais me lever à 7h du matin au lieu de 5h30. C'est vachement plus de sommeil. Je vais méditer matin et soir. Je vais prendre une méditation avec un moine au Tibet sur Airbnb Experience parce que lui, il peut m'aider. Je me mets au stoïcisme. J'écoute des podcasts sur le burn-out. Je lis des trucs sur Instagram pour comment s'en sortir. Et je retiens que dalle. Je dois être productive parce que ces 3 mois-là, c'est du temps libre. Alors j'achète plein de livres. Je vais les lire. Et je ne lis pas. Et je dois en faire quelque chose de ce burn-out-là. Je vais écrire des articles et je ne fais rien du tout. Et je me suis réparée toute seule. Comme une grande, tout va mieux, je vais bien, merci beaucoup d'être venue à ma conférence, c'était le fun. Mais non, ça est arrivé. La pelouse. Faut vous imaginer qu'on est en avril, à Montréal, les petits oiseaux chantent. Après 6 mois d'hiver, de neige, de tempête de neige, ça fait du bien à Chris d'être dehors sans son manteau. Sauf qu'après 6 mois d'hiver, la pelouse, elle absorbe toute la fonte des neiges. Et ça fait des trous. Et moi, je marche sur cette pelouse. Et moi, je mets mon pied dans un trou. Et je me fais une entorse. Une magnifique entorse qui m'emmène 8 heures aux urgences, des béquilles. Et le médecin, il me fait 7 jours de lit sans bouger. Pas le choix. Et là, je m'enfonce littéralement dans cette pelouse, mais aussi dans ma tête. Comme on dit chez moi, c'est la marde.
J'ai zéro dignité parce que j'ai besoin de quelqu'un qui m'habille, qui m'emmène aux toilettes et qui m'aide à prendre ma douche. Je suis coincée dans mon appart au 2e étage. Je me sens seule. Et j'ai peur aussi que l'assurance court terme pense que j'ai fait exprès pour prolonger mon arrêt maladie. Donc la Manon d'aujourd'hui, elle dirait à la Manon avec des béquilles, « Meuf, tu performes ton burn-out. » Et en y réfléchissant bien, c'est peut-être plus gros qu'un burn-out, ton affaire. La réalité, c'est qu'après 3 mois de congé, de séances de psy chaque semaine, ça va pas mieux, c'est pire. Je m'enfonce dans quelque chose qui est titanesque. Ça prend des proportions titanesques. Je perds la mémoire. Dans ma tête, c'est tout le temps novembre. Je regarde en boucle Big Bang Theory parce que, il n'y a pas vraiment d'intrigue. Fait que ça me stresse pas. Ça me réconforte. Puis comme il y a 12 saisons, ça m'occupe. Je suis tétanisée. Je suis dans mon lit. Je bouge plus. Je suis une coquille vide. Et puis, l'assurance m'appelle toutes les 2 semaines avec la question qui tue. « Comment ça va ?» Mais je stresse encore plus parce que j'ai peur. Est-ce que je vais si mal que ça ? Et je ne sais plus. Je vois un nouveau médecin, une gentille médecin. Puis elle a un nouveau diagnostic pour moi. C'est pas un burn-out. Non. Je fais une dépression majeure. Moi, dépressive ? Franchement, non. Sérieux, là, les gars, non. J'accepte pas. Je suis dans le déni le plus total. Je suis comme, non, je suis pas en dépression. Je relis les mots du médecin une centaine de fois. J'ai honte. Je veux plus jamais sortir de chez moi. Je veux plus que personne me voie. Le burn-out, c'était à la limite acceptable, mais pas la dépression, non. J'ai peur. Parce que ça ne se voit pas, la dépression. Si personne me croyait. Et si je restais dans cet état-là toute ma vie? Et ce que je ressens à ce moment-là, en fait, c'est je ne suis pas normale. J'ai raté ma vie. Je suis une loser et je suis toute seule. Et pourtant, si on regarde autour de nous, autour de vous aujourd'hui, il y a 1 personne sur 5 qui souffre ou qui souffrira d'une dépression au cours de sa vie, juste en France. Il y a 3 millions de personnes qui ont vécu une dépression au cours des 12 derniers mois. Et 50% des gens qui ont fait une dépression, ils ne se sont pas soignés ou ils n'en ont pas parlé. Et la dépression touche 2 fois plus les femmes que les hommes. Et tout ce que je ressens, je ne suis pas normale, j'ai peur, je suis seule, tout ça, c'est construit sur des clichés. Il n'y a que les feignants qui peuvent se permettre d'être dépressifs. Ils devraient se donner un bon coup de pied au cul. On se l'est tous dit. Il n'y a que les gens qui sont nés moroses, vous savez, le nuage gris qui les suit toute leur vie, là. Puis ils en font tout un plat, mais ils n'ont qu'à prendre une pilule du bonheur, puis c'est réglé. Et en fait, les clichés, ils sont tous là, tout autour de nous. C'est la honte de faire une dépression. On fait pitié. Et si on fait une dépression, ça veut dire qu'on est faible. Et si on fait une dépression, ça veut dire qu'on est un raté. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire quelque chose d'important. Fuck les clichés, fuck la honte. Et je viens de dire fuck sur un stage, là. Merci. Mais avant qu'on aille plus loin, on va prendre une petite pause. Je sais que c'était un petit peu lourd émotionnellement. Fait qu'on va aller voir ce que les scientifiques y disent de la dépression. Ce qu'on sait de la dépression, c'est que c'est une maladie, contrairement au burn-out, et qu'elle est complexe, et qu'elle peut être liée à l'hérédité, la biologie
ou qu'elle peut être aussi provoquée par les événements, les milieux et les habitudes de vie. La plupart des gens comprennent à peu près de l'extérieur à quoi ça ressemble une dépression, le manque d'émotion, de motivation, d'énergie. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur d'une personne qui vit une dépression? Alors aujourd'hui, on sait qu'il existe une différence très claire entre un cerveau sain et un cerveau dépressif. Et ça a un nom, ça s'appelle la neurobiologie de la dépression. Et pour bien comprendre ce que ça veut dire, on va faire une petite analogie. Le cerveau, en fait, c'est comme une ville. Tout est connecté, il y a des informations, les messages se transmettent sur des routes, des autoroutes et même des chemins. Quand on a une idée, ça illumine tout un quartier. Et là, tout se répand dans la ville. Quand on vit un moment heureux, il y a un petit chemin qui se crée vers un souvenir. Bon, là, il n'y a pas de chemin, mais vous voyez le concept. Alors, quand on vit une dépression, on observe en fait un déficit d'un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine. Et la sérotonine, en fait, elle nous aide à nous sentir équilibrés, elle contribue en fait à notre bien-être. Sur les 40 millions de cellules qu'on a dans le cerveau, la plupart de ces cellules sont affectées par la sérotonine. La sérotonine, ça aide avec notre humeur, notre appétit, notre mémoire, notre sommeil, mais aussi notre besoin de connexion sociale. Et quand en fait quand la sérotonine elle est déréglée, tous les aspects d'une personne partent en vrille. Ce qui veut dire pour notre ville-cerveau, c'est que la lumière de la ville diminue, le trafic il ralentit, voire il s'éteint, il n'y en a plus, il n'y a plus rien qui bouge. Les chemins disparaissent, on perd la mémoire, on perd des souvenirs. Et la ville, en fait, elle devient une coquille vide, où il n'y a plus rien qui se passe. La dépression, c'est une maladie mentale pas du tout banale. Et ses conséquences, elles peuvent être vraiment très importantes. On peut passer comme de la récidive de la dépression chronique, mais aussi le risque de suicide. Pour moi, ça implique qu'en juin 2021, je me sépare de mon chum. Il me dit qu'il veut quelqu'un de normal. Je m'isole encore plus. Ma souffrance mentale, elle est abyssale. Et elle devient physique. C'est comme si j'avais cette énorme vis dans la poitrine qui est en train de tourner tout le temps et qui m'empêche de respirer. Je veux plus de ma vie comme elle est maintenant. Je souffre trop. Je veux plus me réveiller. Je me répète des millions de fois par jour, je veux que ça s'arrête, je veux mourir. Jusqu'à ce jour, en fait, où j'ai ma rencontre hebdomadaire avec mon ergothérapeute en santé mentale. La souffrance, elle est là, j'ai toujours cette vis, j'ai une angoisse permanente. J'éclate en sanglots, comme j'ai jamais pleuré de ma vie, et je peux vous dire que c'est tout dire. Ça vient de loin, ça vient de mes tripes, j'ai touché le fond. C'est vraiment juste trop dur. Elle se lève, elle pose la main sur mon épaule, et elle me dit « Je suis là ». Et j'ai un déclic. On a reconnu ma souffrance. Cette souffrance infinie et invisible, d'un seul coup, elle est devenue visible. Et quelque part, moi aussi, j'ai reconnu ma souffrance, de moi à moi. Et je me dis, meuf, t'as des shit à régler. L'entorse, la marde, la souffrance, ouais. Puis c'est pas juste ton rapport au travail, là. C'est pas juste ça, là. C'est bien plus profond. Puis il va falloir travailler. Il y a tout à détruire et tout à reconstruire. Et c'est là que ma guérison a commencé. La dépression, c'est vraiment remettre tout
en question. Absolument tout. Ok, je suis en dépression, maintenant c'est un fait, je ne suis plus en déni, je l'accepte. Mon corps, mon cerveau, mon esprit, ils sont en souffrance. Mais pourquoi? Avant, j'aurais dit, maintenant c'est de ta faute. Tu es trop sensible. Tu n'es pas capable de t'adapter au monde qui t'entoure. Et là, j'ai envie de dire, attends, on va essayer de voir les choses différemment. Et si c'était pas moi? Et si j'étais pas trop sensible? Et si c'était le contexte qui me rendait comme ça? De la façon dont mes pensées sont construites par mon éducation, mais aussi ma culture et la société, je dois répondre à des grandes attentes. Je dois avoir une job extraordinaire. Je dois réussir ma vie. Mon travail, ma réussite, c'est mon identité. Mais pourquoi je pense comme ça? Alors j'ai une théorie, mais je vais boire un coup avant. Laissez-moi vous présenter la pièce montée de la dépression. C'est pas fini. Pour le premier étage du gâteau, notez la recette parce que ça pourrait impressionner votre belle famille à Noël. Tu prends toute une génération d'enfants nés entre les années 80 et 2000. On est pas mal dans la salle. Et tu les fais frémir dans un premier bain-marie qui s'appelle le culte du métier passion. Suis ta passion et tu ne travailleras jamais un jour de ta vie. Puis comme c'est leur boulot, c'est leur passion, ils doivent toujours dire oui, ils doivent toujours être optimistes et ils doivent jamais être malades. Parce que c'est trop bien, c'est leur passion. Et ensuite, tu prends ça et tu vas faire épaissir ce mélange-là avec le culte du héros. Basé sur tous les entrepreneurs qui sont vénérés, Steve Jobs, Bill Gates, Larry Page, Mark Zuckerberg, Sergey Brin, Jeff Bezos. Et sans oublier mon plus grand connard de la vie, Elon Musk. Qui a un jour tweeté « Personne n'a changé le monde en 40 heures ». Donc, on doit créer de l'impact. Ils doivent dire toujours oui. Ils doivent répondre à tous les mails, les Slack, les textes, même le week-end. Ils doivent agir comme des héros, malgré les effets négatifs considérables que le surmenage a sur leur santé physique, mentale et émotionnelle. Après, quand on a ce mélange-là, on va l'arroser de quelques gouttes de culture capitaliste. Ils doivent être l'employé productif. Ils doivent avoir un outlook rempli. Ils doivent faire plus. Parce que plus tu fais, plus tu as de la valeur. Et comme ça, c'est comme ça qu'on a des promotions. Et ça, on te l'apprend depuis l'école. Et ça nous donne une génération d'humains qui se sentent comme s'ils ne faisaient jamais assez. Vous pensez que je dis des conneries? Moi, j'espère pas, mais... Un sondage distribué dans 17 pays européens montre qu'un employé sur 10 fait plus de 20 heures par semaine de travail gratuit, quand les autres en font juste 9. Pour le deuxième étage du gâteau, tenez-vous bien, il y a plusieurs étages. Tu prends tous ces employés qui travaillent en tech ou en start-up, comme vous appelez ici la Startup Nation. Moi, j'ai fait mes devoirs. Et là, on va les noyer dans 3 préparations, tour à tour. Préparation 1, l'ultra-performance. Ils doivent être performants en tout et tout de suite. Ils doivent aller à 300 km/h. Ils ne peuvent jamais ralentir. S'ils ralentissent, ça veut dire qu'ils sont sensibles, qu'ils sont faibles, qu'ils sont nuls. C'est pour les feignants.
Préparation 2, la forte compétition. Ils doivent être les meilleurs. Ils doivent être des rockstars, des ninjas, des licornes, des génies, des héros, et ils doivent le prouver chaque jour. Ils doivent montrer qu'ils y arrivent tout seuls. Ils doivent faire mieux que les autres, aller plus vite. Ils doivent parler en meeting, ils doivent briller, ils doivent prendre la place. Et si le CEO te cite par ton nom sur Slack, tu prends un screenshot, tu mets ça sur Twitter et ton LinkedIn. Préparation 3. Être un culture fit. Autrement dit, se mettre la pression pour se conformer à la culture de l'entreprise. Ils doivent participer à toutes les activités, ils doivent sourire, ils doivent être aimés, ils doivent être populaires. On se croirait dans un film américain. Et ça, toute cette préparation, tu fouettes tout ça ensemble, et quand ça a bien levé, tu mets quelque chose, un petit arôme, quelque chose de légèrement amer, légèrement toxique, le patriarcat. Elles sont belles mes aubergines, hein? C'est moi qui les ai mis. Pour moi, le patriarcat, ça se matérialise par le boys club on top. Bon, il y a une femme dans les exécutifs, mais c'est la meuf du CEO. C'est tellement un concours de celui qui a la plus grosse que le jeu politique se répercute sur toutes les équipes jusqu'en bas. On vire 60 personnes environ tous les 3 mois pour pivoter sur un nouveau business plan. Un de mes collègues, il n'a pas supporté que j'ai la promotion, fait qu'il m'a fait vivre un enfer pendant 3 mois. J'ai dû le virer tout en me faisant insulter. Et puis un lundi matin, on est acheté par une grosse compagnie américaine. Parce que le CEO, il préfère vendre plutôt que de se faire virer par le board. Et puis tout ça, ça donne des employés qui sacrifient l'amour-propre, les relations, le sommeil pour y arriver. Je dis des conneries? Non. Les données le prouvent. La dépression affecte 30% des start-upers. 29% ont des troubles de l'attention et 27% ont des troubles de l'anxiété graves. Je vais reboire un coup. Pour le dernier étage de notre gâteau, c'est le dernier, ne vous inquiétez pas, c'est là que tu dois être créatif. Tu prends la crème de la crème, les designers en start-up. Et puis comme cette crème-là, elle est déjà bien montée à l'anxiété, il y a juste à la monter à haute pression. Ils doivent créer tout le temps, être innovants, être originaux. Et tu les laisses surtout pas se reposer. Non, 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 non. Là, tu les compares direct avec les autres crèmes et tu les critiques en permanence. Ils doivent faire face aux commentaires non seulement des clients, de leurs pairs, mais aussi, tout le monde a un avis sur le travail du designer. Sans forcément y connaître que dalle. Mais il faut faire attention, parce que si le goût n'est pas parfait et qu'il ne plaît pas, la crème, elle s'auto-détruit. Le résultat de ce dernier étage, il n'est pas des moindres. Les designers, c'est des humains anxieux, très critiques avec eux-mêmes, et qui sont 25% de plus susceptibles de tomber dans la dépression que les métiers qui ne sont pas créatifs. Mais ils sont aussi 18 fois plus susceptibles de passer à l'acte et de se suicider. Elle n'est pas belle, ma pièce montée? Elle vous donne pas envie, là, ma pièce montée? Attendez, manque quelque chose. La cerise sur le gâteau, bien sûr. Vous vous rappelez, la dépression touche 2 fois plus les femmes que les hommes. Et moi, ce gâteau, je l'ai mangé avec fureur. Tous les jours, pendant 14 ans. C'était écrit dans le ciel que ça allait finir par me tomber sur le cœur. Et la question que je me pose là, c'est mais pourquoi je l'ai mangé tous les jours, toutes ces années, sans jamais me poser de questions? Et la dépression, c'est détruire toutes nos fondations. J'ai eu cette révélation en fait en regardant une interview de Jim Carrey.
Je trouvais qu'il exprimait parfaitement ce que j'étais en train de découvrir sur la dépression. Et je vais vous laisser vous l'expliquer. You know, like people talk about depression all the time. The difference between depression and sadness is just, you know, from happenstance. Whatever happened or didn't happen for you, or, you know, grief or whatever it is. And depression is your body saying, fuck you, I don't want to be this character anymore. I don't want to hold up this avatar that you've created in the world. It's too much for me. La dépression, c'est ton corps qui te dit « Va te faire foutre, je veux plus être ce personnage. Je veux plus que tu portes cet avatar que tu crées pour le monde, pour les autres. C'est trop pour moi. » Et si je suis honnête avec moi, j'ai été un personnage pendant 38 ans. J'ai joué un rôle pendant des années. Et on revient toujours à la même question, mais pourquoi? Et je me suis rendu compte que j'étais en mode survie depuis l'enfance. Je me suis créé des règles rigides pour survivre à mon environnement. Je ne dois pas être le problème, sinon on ne peut pas m'aimer. Je dois être aimable pour être aimée. Et je dois être parfaite pour ne pas être abandonnée. Et je vis en fait dans cette boucle coincée tout le temps. Je dois réussir, je dois être aimable, je dois être parfaite. Et comme j'y arrive pas, je ne suis pas assez. Donc, je dois faire plus. Je dois dire oui tout le temps. Je dois tout garder pour moi. Mais j'y arrive pas. Donc j'ai honte de moi. Donc, je dois faire mieux. Je dois faire ce que les autres veulent. Je dois être normale. Et j'y arrive pas. Comme j'y arrive pas, je m'aime pas. Et ces règles, elles m'ont aidée à survivre jusqu'à maintenant, mais plus maintenant. Je dois trouver une autre façon de fonctionner. J'arrive avec mes nouvelles règles. Elles arrivent. La dépression, contrairement à tout ce qu'on pense, c'est un travail à temps plein, c'est un gros CDD, voire CDI des fois, sur soi. Je me rends compte maintenant, je cherchais des validations extérieures. Je voulais tout le temps être rassurée. Alors ce que mes amis me disaient, voilà, aime-toi toi-même, facile à dire, mais comment on fait? Alors je vais vous partager quelques techniques, quelques trucs que j'ai appris pendant toute ma dépression, pour enfin m'aider à trouver de l'estime de moi. Alors, si ça a marché pour moi, peut-être que ça pourrait marcher pour vous. Ah, l'animation, voilà. Donc, la première image qui m'a aidée, c'est la métaphore de la maman-chat. Admettons que vous êtes une maman-chat. Et qu'un de vos chatons, il soit anxieux, il pleure, il hurle, ça va pas bien. Que faites-vous? Vous lui hurlez dessus pour qu'il arrête? Vous lui dites qu'il est faible, qu'il est nul, qu'il est con, pour qu'il arrête? Ou vous le rassurez, vous le prenez dans les bras, vous le parlez avec bienveillance? Évidemment, prendre dans les bras, ça marche un peu mieux. Si vous avez des enfants, vous savez de quoi je parle. Alors je me suis demandé, pourquoi je ne fais pas ça avec moi? Donc j'ai commencé à me prendre moi-même dans mes bras, me faire un câlin, quoi. Ça paraît super bizarre. Quand la psy m'en a parlé, j'étais comme « what ?» Alors, on va le faire ensemble. Ouais. Alors, on prend un premier bras, on fait ça. Je vous regarde, je vois pas grand bras. Et on prend un deuxième bras. Et ça fait un câlin. Oui. Moi, perso, je le fais dans mon lit. Puis c'est ça qui m'aide le plus. Parce que souvent, en fait, c'est la petite Manon au fond qui a peur, qui va pas bien. Et moi, en bonne maman-chat, j'en prends soin. Et ce que j'ai appris, en fait, avec ce geste tout simple, un peu bizarre, non seulement moi, je me traite avec bienveillance, mais ça a changé aussi la façon dont moi, je me parle à moi-même. Quand je me traite avec bienveillance, je me parle avec bienveillance. Et aussi pour renforcer ce changement de dialogue interne,
et sur les conseils d'une amie, et je vais lui dire coucou, Véronique, je sais pas, en tout cas la caméra, je voulais. J'ai écrit sur chaque miroir de mon appartement « Je suis assez ». Mais en anglais, parce que c'est quand même plus cool et que j'habite au Canada. I am enough. Donc pour moi, être assez, c'est-à-dire que je suis assez telle que je suis. J'ai pas à me modifier pour que les gens m'aiment. Et à chaque fois que mes yeux tombent sur cette phrase, ça renforce cette idée. Et grâce en fait à ce renforcement interne, j'ai commencé à avoir de l'estime de moi. Vous allez me dire, ouais, c'est bien beau tout seul. Je peux pas me prendre dans mes bras toutes les 2 secondes. Ça va faire un peu bizarre au boulot. Et je vais pas écrire partout où je passe, je suis assez. Alors, je comprends, c'est vrai. Mais ça, c'est des outils d'urgence. Ces outils, en fait, ils m'ont permis d'atteindre un certain stade d'estime de moi pour faire un plus gros travail, plus profond. Alors, pour vraiment changer ma façon d'agir au quotidien, ma psy m'a introduit à la méthode ACT. C'est un outil basé sur la thérapie d'acceptation et d'engagement. C'est une matrice toute simple et elle est très pragmatique. Ce n'est pas des gros concepts vagues. Elle est ancrée dans le concret. Son but, en fait, c'est de créer une agilité émotionnelle, c'est-à-dire de ne pas lutter contre les émotions négatives, mais de les accueillir. Et en fait, d'agir en pleine conscience quand elles se présentent, c'est-à-dire de choisir comment on agit quand je me sens triste. Comment ça fonctionne ? On va prendre une feuille et on va la diviser en 4, et moi, je suis au milieu. En bas à droite, je liste mes valeurs, c'est-à-dire les gens, les intérêts, ce qui est vraiment important pour moi et juste pour moi. Par exemple, pour moi, c'est l'honnêteté, mon pote Jérôme. En haut à droite, je liste ce qu'on appelle mes actions engagées, c'est-à-dire les actions que je fais quand je suis alignée avec mes valeurs. Par exemple, c'est danser, jouer à Donjons et Dragons avec Jérôme. Fait que ça, c'est le positif. Mais là, on va passer à l'autre côté, où il y a un peu plus d'introspection, ça fait un peu plus mal. En bas à gauche, je vais lister mes souffrances, c'est-à-dire les émotions que je ressens et que je n'ai pas du tout envie de ressentir, comme l'envie, la colère. En haut à gauche, je vais faire ma liste de mes réactions à la souffrance, c'est-à-dire tout ce que je fais pour fuir, faire diminuer ma souffrance, voire même la supprimer. Comme ne pas en parler et tout garder pour moi. Ça, c'est une réaction à la souffrance. Maintenant, on va mettre à l'épreuve cette matrice, avec un exemple concret. Il m'arrive, croyez-le ou non, de vivre de la jalousie. Ouais. Et cette jalousie, quand je la ressens, elle me fait réagir de la façon suivante. Je mange 4 éclairs au chocolat, 2 Big Mac, je vais sur fnac.com et j'achète tous les CD de Laurie. Alors que je l'ai déjà acheté 3 fois et que je n'ai pas de lecteur CD. Toutes les pensées qui me passent par la tête, quand je vis de la jalousie, c'est « cette personne est meilleure que toi, t'es pas assez ». Et j'achète toutes les pensées que mon cerveau m'envoie. Et là, je m'enfonce dans ce que j'appelle la caverne de troll, où je réagis à l'inverse des choses qui sont importantes pour moi, les CD de Laurie. Comment on fait pour sortir de cette caverne ? On revient à ce que moi, qu'est-ce qui est important pour moi, mes valeurs, et je vais choisir comment je vais réagir quand je vis de la colère. Ok, je ressens de la jalousie, je ne vais pas me mentir, tu sais quoi, c'est correct. C'est une émotion humaine, la jalousie. Puis moi, je suis humaine. C'est pas mon émotion préférée à ressentir, loin de là, mais ça fait partie de l'expérience humaine. J'accepte, je l'accepte, et je vais l'accueillir. Hey, jalousie, salut, what's up? Je sais qu'elle est là, mais je ne vais pas la laisser m'entraîner à acheter tous les CD de ma meilleure amie. Là. Non. À la place, je vais aller marcher, je vais aller respirer, je vais aller en nature, je vais aller me calmer, je vais aller écouter les oiseaux,
et féliciter la personne pour son bel accomplissement. Parce que c'est ça qui est important pour moi. Et c'est ça qui est en accord avec mes valeurs. Et ces outils, en fait, et ces métaphores, elles ont été essentielles dans ma reconstruction, dans la façon de vivre une nouvelle vie de façon plus saine, plus bienveillante, plus douce. Parce qu'ils m'ont appris l'observation plutôt que le pilote automatique. Qu'est-ce que je ressens? C'est quoi mes pensées? C'est quoi mes déclencheurs? L'autocompassion versus la discussion interne vraiment négative. J'accueille quelle que soit l'émotion que je vis, puis je la prends dans mes bras, moi je me prends dans mes bras, puis si j'ai besoin, puis je me parle avec bienveillance et je ne me juge pas. L'agilité versus les règles rigides. Je vais prendre du recul pour questionner mes choix, mes actes. Est-ce que c'est important pour moi? Pourquoi je dois? Pourquoi il faut? La navigation versus l'évitement. Quelle que soit l'émotion, maintenant je l'accepte. Au lieu d'éviter et de tout cacher au fond de moi, parce qu'au bout d'un moment de façon, je vais le payer cher. Et vous savez quoi, ces règles-là, elles marchent aussi quand ça va bien. Et aujourd'hui, j'arrive à un stade, grâce à ces outils concrets, où j'arrive à m'affirmer, je sors du buisson. Dans mes pensées, dans mes actions, dans mon corps, j'ai plus de facilité à avoir du respect pour moi. Donc j'exprime mes besoins, j'exprime mes valeurs. C'est pas encore ça c'est même pas parfait, et ça le sera sûrement jamais, mais j'y travaille vraiment tous les jours. Et je vous garantis que je m'affirme assez fort maintenant, et je me respecte pour la personne incroyable que je suis. Et la vérité, c'est que je n'ai pas fait tout ce travail-là toute seule, loin de là. Sortir de la dépression, c'est un travail d'équipe. Je ne serais pas là à vous parler aujourd'hui s'il n'y avait pas eu une équipe de professionnels qui m'a entourée et qui m'a guidée. Et je me sens extrêmement privilégiée d'avoir eu accès à tous ces soins-là. Au-delà de voir une psychologue chaque semaine pendant 11 mois, j'ai vu une ergothérapeute en santé mentale. C'est pour réactiver en fait le cerveau et les connexions de mon cerveau, comme me faire travailler la mémoire, vu que j'avais complètement tout perdu. Une kiné aussi, pour réactiver mon corps, vu que je ne bougeais plus et que j'étais tout le temps dans mon lit. J'ai vu aussi une massothérapeute, pour aider mon corps à relaxer quand moi j'étais pas capable de le faire naturellement. Et puis aussi ma gentille médecin. Et surtout, mes amis. Et c'est cette synergie-là qui m'a remis sur pied. Et même aujourd'hui, en fait, si je suis remise sur pied, chaque effort vers la guérison, c'est un tout petit pas. Il faut être ultra patient, parce que les changements, on ne les voit même pas. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Après 11 mois, j'étais apte à retourner au travail. Alors, avec mon ergo et mon médecin, on a planifié un retour progressif sur 8 semaines. J'avais très peur. Et en fait, non, j'étais terrorisée, complètement terrorisée. Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais être capable d'être bienveillante avec moi au travail? Alors, avec ce retour-là au travail, j'ai réalisé que j'étais complètement perdue sur la notion de succès. À tel point que je me suis imposé de nouvelles règles. Tout aussi rigides qu'avant, mais à l'opposé. Pour ne pas retomber, j'ouvrais mon ordinateur à 9h pile, fermé à midi pile, rouvert à 13h pile et jusqu'à 17h pile. Même si j'étais dans une conversation avec quelqu'un, je fermais l'ordi, tant pis pour toi. Je m'impliquais plus du tout. Je faisais le minimum requis. Et je faisais exactement ce que ma boss me demandait, pas plus. Et elle trouvait ça cool. Ce que je me disais, c'est,
vaut mieux que je m'ennuie, plutôt que de me créer plus de stress et de passion. Réussir, c'est pas important, il faut que j'aille mieux. Et aimer trop ce qu'on fait, c'est dangereux. Mais ça, c'était ma peur qui parlait. Du coup, je reviens à mes outils et mes métaphores. Donc d'abord, je me suis fait un câlin. Et puis ensuite, j'ai mis de la nuance dans mes pensées et dans mon travail, en fait, finalement. J'ai fait ma liste de mon job de rêve pour trouver un travail qui était aligné. J'ai caché le salaire, hein, fait que vous verrez pas ce que j'ai demandé, avec mes valeurs. J'ai passé plein d'entretiens, et si les critères y rentraient pas dans ma liste, je refusais. Et puis un jour, Pauline, une recruteuse, elle m'a appelée, elle m'a proposé un poste. Tous mes critères étaient remplis, c'était trop bizarre. Même les plus bizarres. Les critères vraiment spéciaux, que c'était vraiment mon cerveau bizarre qui les a mis, oui, ils étaient là. Et donc, j'ai accepté l'offre, et maintenant, ça fait 7 mois que j'ai repris le travail, et que je travaille pour Aléo. C'est une compagnie qui s'est donné la mission d'aider les gens à retrouver le sommeil, donc retrouver une vie meilleure. Et ma dépression, c'est pas quelque chose que je cache, pas du tout, c'est pas une honte. Ma dépression, en fait, c'est devenu une force, une connexion que j'ai avec mes utilisateurs parce que je comprends ce qu'ils vivent. Pour moi, maintenant, ma nouvelle mesure du succès, mon KPI, si on veut, c'est à 17h04, je vais assez bien pour sourire et faire autre chose. Bon, si j'ai un Slack et je parle, je ne vais pas fermer la conversation, j'attends, mais je souris après ma journée de travail, j'ai envie d'aller faire autre chose. Et ça paraît tout simple, mais pour moi, maintenant, c'est ça le succès. Chaque dépression est différente. Ce n'est pas une maladie linéaire. On ne fait pas comme ça et comme ça. Non, pas comme ça que ça se passe. La dépression, c'est un roller coaster. Mais il devient de moins en moins violent, en fait, à la fin. On a quand même ces variations-là. En ce moment, je sens que je suis la vraie moi. Je ne suis plus un personnage. Je me sens alignée avec mes valeurs, si ça fait du sens maintenant pour vous. Et puis la joie, elle est de retour. Parce que c'est long, 11 mois, sans rire. Fait que c'est pour ça que je fais des blagues un peu pourries. Fait que merci beaucoup de rire avec moi. Aujourd'hui, je suis en rémission et je ne l'oublie pas. J'ai 75% de chance de refaire une dépression dans ma vie. Ça fait super peur. Je sais que maintenant, je vais devoir vivre avec cette maladie. Fait que je fais preuve d'une douce vigilance avec moi-même. Mon énergie, elle est toujours pas revenue à 100%. Par exemple, je ne suis pas encore capable de cuisiner. Je me concentre, comme mon énergie, sur le plus petit pas que je peux faire. Et sur les choses les plus importantes pour moi. Pour le moment, ça sera ça. Et je veux vous dire qu'avec le recul, en fait, je suis contente que ça me soit arrivé. Très bizarrement. Parce que j'ai redesigné ma vie et j'ai appris 5 choses essentielles que je vais vous partager maintenant. Assez, c'est super. Je fais du mieux que je peux, c'est parfait comme ça. Je suis l'écologiste de ma propre énergie. J'envisage mon temps maintenant et mon énergie comme une ressource limitée et non illimitée. Et je veille à prendre du temps pour me recharger. Je ne suis pas une pizza. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Et je suis bien OK avec ça. Les émotions, c'est comme les paix. Ça fait mal quand on les retient. Certains vident une pièce tellement ça pue. Et certains sont silencieux, mais c'est toujours important qu'ils sortent. Et puis tout le monde pète. Même pendant mon talk, je suis sûre qu'il y en a qui en ont lâché.
Et la dernière chose que j'ai appris, je ne vais pas vous laisser sur un paix quand même. Et finalement, être en vie, c'est important, même quand on se sent comme une merde. Si tu sens que c'est pas super, tu te sens pas super en ce moment, que c'est difficile, que tu commences à plus dormir, parle autour de toi. On est bien plus aimé qu'on le pense. Si tu penses que quelqu'un autour de toi n'est pas en forme et tu penses qu'il est en train de vivre une dépression, prends des nouvelles, montre que tu es là, sans attendre de réponse. C'est pas contre toi, mais la personne, elle a plus d'énergie. Elle n'a pas de l'énergie de te répondre, c'est trop dur. Et tu peux demander quelques petites choses. Comment je peux être bénéfique pour toi? Et tu peux poser 3 solutions. Jamais laisser une question trop large, parce que là aussi, ça demande beaucoup trop d'énergie. Je te laisse tranquille, on en parle, je te divertis. Par exemple, pour moi, j'ai demandé à mes amis de cuisiner ou d'aller marcher sans parler. Et c'est ces moments d'amour et de soutien qui font qu'aujourd'hui, je suis là. Et c'est ça. Et j'ai fait mes cheveux comme ça, parce que je voulais dire que je m'aimais. Fait que je l'ai mis sur ma tête, ça m'aidait. Et pour conclure, je vais prendre un petit temps pour me dire, devant vous, je suis brillante, je suis forte, je suis courageuse, je suis importante, je suis belle, je suis magique et je suis assez. Je m'aime. Merci.